Bonjour à tous. L'événement eut lieu en 89 après Jésus-Christ. Il est raconté par Dion Cassius dans le livre 57 de son histoire romaine. C'est l'histoire de l'empereur Domitien qui avait ce jour convié des hôtes de marque à dîner, et sans doute, pensait-il, les sénateurs et les chevaliers qui étaient invités à la table de l'empereur, que c'était pour célébrer ses triomphes à l'issue des guerres daciques. Ils arrivent, c'est la nuit noire, et découvrent qu'ils sont accueillis dans une pièce qui est entièrement drapée de noir du sol au plafond. Devant la place de chacun, des lits de même couleur, noirs, mais sans être garnis, précise Dion Cassius. Devant chaque lit, donc, est posée une stèle pareille à celle des tombeaux, où le nom de chacun d'eux est gravé, et une petite lampe du genre de celle qu'on suspend dans les sépulcres. Des esclaves arrivent, nus, mais noircis d'encre. Ils s'avancent comme des spectres, écrit toujours Dion Cassius. Les voici qui tournent autour des convives et exécutent une danse propre à inspirer l'effroi, puis ils leur servent les mets, mais ces mets sont noirs, dans des vaisselles noires. Un grand silence se fait, de sorte, dit l'auteur de l'histoire romaine, que tous étaient saisis de crainte et tremblement. Bon, je pense qu'ils vont tous mourir. Je reprends le récit de Dion Cassius. Il s'attendait à chaque instant à être égorgé, d'autant qu'un profond silence régnait parmi les autres convives et que Domitien ne parlait que de meurtre et de massacre. Les invités sont seuls, séparés de leurs troupes. Ils apprennent que l'empereur vient de congédier les esclaves qui les attendaient dans le vestibule. Alors là, cette fois-ci, c'est fini. Mais non, le temps passe, s'étire, s'étiole lentement, et rien ne vient. Jusqu'à ce que Domitien renvoie ses hôtes chez eux. Chacun d'eux était à peine rentré dans sa maison et commençait, en quelque sorte, à respirer, lorsqu'on lui annonça l'arrivée de quelqu'un de la part de l'empereur. Bon, ok, c'est fini. En fait, ce n'était qu'un sursis. Après leur avoir annoncé leur mort par une macabre mise en scène, le tyran vient les liquider par quelques sicaires, conciliant ainsi l'éclat public de la mise à mort et son efficacité sournoise. Mais non, pas davantage. C'est un messager qui apporte les objets de la veille, et notamment les tablettes d'argent, lavées du noir qui les obscurcissait, toute la vaisselle désormais rutile. C'est ainsi, conclut Dion Cassius, qu'après toute une nuit d'angoisse, ils reçurent des présents. Le premier des présents, lorsque l'on vit sous le règne de la tyrannie, c'est d'avoir la vie sauve. Ce n'est pas seulement que le despote ne vous tue pas, c'est que, ne vous donnant pas la mort, il vous ramène à la vie. Tel est le ressort secret, au fond, du consentement au pouvoir tyrannique. Dans cette scène, il n'y a que l'empereur qui parle, rendant les autres muets de terreur. C'est donc comme s'ils étaient déjà morts. Elias Canetti commente ce passage de l'histoire romaine de Dion Cassius dans son livre « Masse et puissance », dont j'ai déjà parlé, vous vous en souvenez peut-être, lors du deuxième cours, pour évoquer à ce moment-là le pouvoir du survivant et l'instant de survivre comme instant de puissance. Et j'avais dit alors, le despote est un survivant au pouvoir. Et si les autres sont comme morts, ils peuvent encore être tués. Elias Canetti précise, le processus de la survie se trouve ainsi capté. C'est de cette capture dont il sera question, d'un pouvoir qui littéralement joue au chat et à la souris en posant les pièges de son propre récit. Un pouvoir qui, pour ne pas se laisser prendre, doit demeurer insaisissable. C'est du plaisir qu'on prend à ce jeu dont on doit parler. Plaisir de la fable, du conte cruel, ou comme ici, de la plaisanterie macabre. Car Domitien a servi à ses hôtes, en guise de festin, une macabre plaisanterie. La tradition historiographique, qui est majoritairement très hostile
à l'empereur Domitien, et notamment chez Suétone et Tacite, a fait de son étrange sens de l'humour l'une des expressions de sa crudelitas, de sa cruauté, et en particulier à destination de l'aristocratie sénatoriale avec laquelle il entretenait des rapports exécrables. Ainsi, la plaisanterie, je n'ose pas dire ici la beffa, est-elle ici l'instrument très efficace d'une intimidation? Comment la comprendre et comment la comprendre historiquement? Eh bien, d'abord en ramenant cette scène à quelques grandes structures de l'anthropologie du pouvoir, structures qui font de la scène du banquet terroriste l'une des expressions les plus saisissantes du pouvoir tyrannique. Ce ne sont pas les adeptes de Game of Thrones que je vais ici surprendre. Ce pouvoir est tyrannique car il renverse la table au sens propre, je veux dire, il produit un renversement des usages de la table et de la commensalité qui exprime l'ordre politique. Dans le monde grec, c'est bien connu, les banquets, les festins sont des actes éminemment politiques, et cet ordre est celui du symposion, qui est fondé sur des fondations de réciprocité et d'égalité entre les participants, et même le banquet royal, le Basilicon Symposion, ménage cette symétrie avec la présence d'un cratère commun qui est le vase central dans lequel chacun, comme l'écrit Sénèque, met la main au même plat. Or, comme l'a montré le grand travail de synthèse de Konrad Wössing, Mensa Regia, paru à Munich en 2004, la table du prince hellénistique a concilié les traditions, je dirais, d'abondance rustique des festins macédoniens, fêtes de chasseurs, de gros buveurs, de mangeurs, avec les banquets perses, propices au raffinement cruel et aux assassinats politiques le moment venu. C'est donc avec la perversion du convivium que joue la mascarade funèbre de Domitien. Et la capture qu'évoque Elias Canetti se comprend d'abord spatialement, comme l'a montré Manuel Royo dans un volume récent consacré en 2014 au banquet du monarque dans le monde antique. La description de Dion Cassius n'est pas compréhensible si, en fait, on la situe, comme le veut la tradition, dans le triclinium d'Apara de la Domus Flavia. C'est bien au contraire dans ces appartements privés que reçoit Domitien. Et justement, dans ce cadre, dans le cadre de l'oikos, du privé, la conversation devrait se dérouler plaisamment, selon les usages réglés de l'hilaritas dont parle Varron, où la plaisanterie sert à exprimer une égalité également fictive entre les convives et leurs hôtes. Mais voilà, ce n'est pas possible, en fait. Quand on est au pouvoir, on va le voir, même à la toute fin, on ne peut pas plaisanter. On ne peut pas faire semblant d'installer une relation de symétrie, parce qu'au contraire, ici, ce qui se pervertit en mise à mort symbolique par une subversion du banquet funéraire, c'est bien cette asymétrie. C'est en effet le rituel du banquet funéraire, du banquet des funérailles ou des banquets qui suivent les funérailles à la neuvaine, qui est ici monstrueusement renversé. Comme l'a montré John Scheid, les funérailles romaines servent à réassurer le statut d'homme vivant. Si on fait un mange aux funérailles, ce n'est pas pour le mort, c'est pour se rassurer qu'on est soi-même vivant. Et ici, au contraire, les vivants sont traités comme s'ils étaient déjà morts, comme s'ils étaient descendus au tombeau. Leurs couches ne sont pas garnies, a précisé Domitien, je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut comprendre que ce ne sont pas ces lits tricliniaires, mais qui sont sur un couvercle, comme sur le couvercle des sarcophages où la peur les fige déjà en leur propre gisant. Car comment ne comprendraient-ils pas le message qu'on leur adresse en leur servant les mets des morts? Si les aliments sont noirs, c'est parce qu'on les a brûlés, comme on consume sur le bûcher dans le rituel des funérailles les offrandes aux morts pendant que les vivants, eux, mangent des plats cuisinés. Cette mise à mort est donc symbolique puisqu'il s'agit de transformer les sénateurs et chevaliers humiliés non en morts vivants, mais en survivants. Ils survivent car le prince leur offre ultimement le don de vivre malgré tout. Mais malgré quoi? Leur indignité ou une faute qui ne leur a pas été révélée? Cette survie est donc une vie diminuée.
lorsqu'ils reçoivent des esclaves de Domitien au petit matin d'une nuit de terreur la tablette d'argent où est inscrit leur nom, ils comprennent qu'ils ont assisté la veille aux funérailles, non pas de leur corps mortel, mais de leur puissance. Elle n'est plus, puisqu'ils ont eu peur face au prince et qu'ils sont restés muets. Survivre à la terreur, ce n'est donc pas vivre en plus, mais moins que vivre. C'est vivoter. Il faut enfin, pour comprendre pleinement la portée historique de cette fiction politique, saisir la manière dont Dion Cassius l'introduit dans son récit. Il décrit les jeux et les banquets qui suivent, je l'ai dit, les campagnes de Domitien contre les Daces, campagne dont la postérité sera effacée par celle de Trajan, et il les décrit en les qualifiant ainsi les triomphes, ou plutôt, comme le disait la foule, les obsèques que Domitien célébra pour ceux qui étaient morts en Dacie et à Rome. Ce qui est en jeu, c'est donc le dérèglement de l'imitatio Augusti par cet empereur cruel qu'on appellera bientôt le Néron chauve. Ainsi donne-t-il une nomachie qui, outre qu'elle est illégitime puisqu'il n'a pas conduit d'expédition navale, tourne à la catastrophe. Alors qu'un orage se déchaîne, Domitien refuse d'arrêter le spectacle, ce qui entraîne la mort d'une partie du public. Dans sa contribution au numéro spécial de la revue Pallas consacrée en 1994 aux années Domitien, Cinzia Wismara met en perspective cette spectacularisation de la mise à mort avec ce qu'elle appelle la fantaisie terroriste dans les exécutions, les tortures, les assassinats de Domitien. Reste que ces récits sont transmis par une historiographie, je l'ai dit, très hostile, qui inscrit Domitien dans la galerie monstrueuse des tyrans sanguinaires qui, de Tibère à Héliogabale, en passant par Caligula, Néron et Commode, rivalise de cruauté, et cette damnatio memoriae sert par contraste l'exaltation de Trajan. Or, c'est dans le panégyrique de Trajan, de Pline le Jeune, que l'on lit une description extraordinaire de la vengeance de l'aristocratie sénatoriale à la mort du troisième et dernier représentant de la dynastie flavienne, le 18 septembre 96, à Rome. Il refuse l'apothéose de Domitien, il tente de rayer son nom de l'histoire, notamment en martelant ses inscriptions, ce qui a assez bien marché, puisque d'après les minutieux décomptes de la titulature épigraphique de Domitien, Alain Martin a révélé que 40% des inscriptions dans tout l'Empire étaient martelées. C'est une damnatio qui est 3 fois plus efficace que celle qui frappe Néron, et on peut encore en mesurer d'ailleurs aujourd'hui les effets historiographiques. Mais surtout, les sénateurs se lancent dans une fureur iconoclaste que Pline décrit ainsi, je vous le lis. Quelle joie de jeter à terre ces visages superbes, de courir dessus le fer à la main, de les briser avec la hache, comme si ces visages eussent été sensibles et que chaque coup eût fait jaillir le sang. Personne ne fut assez maître de ses transports et de sa joie tardive pour ne pas goûter une sorte de vengeance, à contempler ses corps mutilés, ses membres mis en pièces, à voir ses portraits menaçants et horribles jetés dans les flammes et réduits en fusion. On doit comparer cette description avec ce que l'on disait la semaine dernière des rituels réglés de l'outrage aux statues, mais aussi à toutes les scènes contemporaines de fureur iconoclaste après la mort du tyran, où on ne lui pardonne pas la peur qu'il a au fond, qu'il nous a fait ressentir. Ici, la violence est telle qu'elle brise même le miroir de la représentation, que le sang jaillisse de ces visages de marbre et de bronze. Une joie, oui, mais une joie toute politique, une joie tardive, dit Pline, car en faisant fondre ces visages menaçants, il s'agit de se venger après coup de la peur qu'on a ressentie en faisant entendre ce fracas qu'Elias Canetti appelle l'applaudissement des choses. Voici également de quoi nous devons parler aujourd'hui, de la peur du tyran, celle qu'il inspire et celle qu'il ressent, et de la manière dont la fiction politique la prend en charge. C'est ici que nous retrouvons ce blagueur de Bernabo Visconti, troisième volet du cas
Bernabo. Et je dirais tout à l'heure pourquoi le détour par la plaisanterie macabre du banquet de Domitien n'était peut-être pas inutile en hors d'œuvre des festins fictifs que je vais vous servir aujourd'hui. Car nous avons vu la semaine dernière que la seigneurialisation rampante des institutions communales depuis la fin du XIIIe siècle avait déstabilisé la catégorie juridique de la tyrannie que la pensée aristotélicienne avait léguée à la théorie médiévale, en distinguant notamment tyrannie d'exercice et tyrannie d'usurpation. Vous vous souvenez peut-être que dans son Tractatus de Tyranno, au tournant du Trecento, le juriste Bartol admettait que le pouvoir seigneurial pouvait être acceptable malgré son illégitimité en droit, ex defectu tituli, pourvu qu'il ne soit pas tyrannique ex parte exercitii. Donc, c'est en ce sens que l'on peut dire qu'il y a une manière équitable d'exercer un pouvoir autoritaire. Et ce thème de la tyrannie équitable, comme l'a montré notamment Andrea Zorzi, est l'une des réponses aux attaques pontificales ou florentines pour délégitimer les nouveaux pouvoirs des seigneuries urbaines. D'où l'importance décisive de l'exercice de la justice et des rapports entre cruauté et équité. C'est bien cette question qui nous a amenés via Machiavel, vous vous en souvenez, à Bernabo Visconti, et depuis nous cherchons à nous frayer un chemin à tâtons dans cette nuée de paroles, nuée bourdonnante, des éloges poétiques, ondoyants, serpentins, rusés, disséminés, qui environnaient, c'était la semaine dernière, cette statue équestre surmontant impassible son tombeau, c'était la semaine d'avant, et faisant parler ce bloc muet d'autorité autoproclamée. On comprenait alors que ce qui soutenait les flancs lourds de ce fier destrier, force et justice, devait être non pas distingué comme les deux piliers de la puissance, mais compris dans leur tension originelle. Ce qui fait force de loi est la violence constitutive du droit. Ainsi parlait la statue dans le Lamento de Bernabo Visconti pour conjurer, pour consoler, mais aussi pour assurer sa survie fictionnelle en prose dans la novélisation. Et nous cherchons donc ce Bernabo Visconti qui devient un personnage de fiction, beffatore, acclimatant une forme de consentement à la tyrannie dans le cadre narratif de la novellistica post-bocassienne, expression spécifiquement communale d'une forme de réalisme social, et ce par l'exercice d'une justice spectaculaire, surprenante, sanglante, mais tenue pour équitable. Et ce serait donc par la fiction politique que passerait le consentement au pouvoir despotique dont nous cherchons depuis la première heure à décrire les mécanismes, en espérant peut-être y repérer l'endroit exact où grippe l'engrenage. Or, justement, nous avions calé la semaine dernière sur ce genre de point d'arrêt, quand l'engrenage grippe. Nous étions, vous vous en souvenez, en compagnie de Franco Sacchetti, l'auteur des Trecento Novelle, le seul des novellières et dont on soit certain de l'engagement communal, le seul à avoir personnellement approché le seigneur de Milan lorsqu'il était ambassadeur de Florence en 1382, et on avait vu que lorsqu'en vers il écrit de Bernabo Visconti, seigneur captivant mais capturé, qu'il est plus superbe que Nemrod et plus cruel que Néron, on le comprenait très bien. On le comprend d'autant mieux que la figure biblique du roi chasseur, double monstrueux du bon pasteur, rencontre le cauchemar du banquet funèbre de Domitien, le Néron chauve. Mais que le même Sacchetti écrive de Bernabo Visconti en prose, cette fois-ci, dans l'une de ses Trecento Novelle, bien qu'il fût cruel, il y avait dans ses cruautés une grande part de justice, cela, on ne le comprenait pas du tout. On ne le comprend pas, sauf à renforcer l'hypothèse que j'ai commencé à échafauder la semaine dernière, souvenez-vous. Gian Galeazzo Visconti a empoisonné son neveu en 1385. Certains Florentins ont fait la fête pour célébrer la mise à mort du tyran. Vous vous souvenez peut-être de la fête du bouc de Maria Vargas Llosa. Et d'autres, immédiatement, comprennent, plus lucides, comme Giovanni Morelli, que le nouveau maître de la ville et de l'État risquait d'être un adversaire bien plus redoutable, précisément parce qu'il savait rendre plus séduisants les atours du buon governo de la seigneurie.
et que de toute façon la révocation en illégitimité d'un pouvoir ex defectu tituli allait tomber d'elle-même 10 ans plus tard, puisque Gian Galeazzo Visconti obtenait de l'empereur son titulus, duc de Milan. Donc, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là, et à partir de ce moment-là seulement, comme l'a montré Antonio Lanza dans son grand livre Firenze contro Milano, que les auteurs florentins s'engagent dans une guerre de plumes acharnée contre leur homologue milanais, mobilisant la notion de libertas, dont ils assurent avec vigueur, avec talent, la monopolisation impériale et, je dirais, la captation, la capture, la confiscation conceptuelle. C'est complexe ce qu'on appelle à Florence la libertas. Ça agrège des souvenirs glorieux, des choix politiques et des intérêts sociaux. Souvenir de la lutte héroïque des cités contre l'empereur, qui soudait l'alliance guelfe entre popolo et papauté, choix du maintien d'un régime communal contre la tentation seigneuriale, intérêt des manieurs d'argent qui les gouvernent, désireux de défendre leur liberté d'entreprendre. Tel fut le tour de force des humanistes florentins du début du XVe siècle. Ils parviennent à universaliser leur point de vue, à faire de la Florentina libertas une liberté d'Italie qui s'impose à tous et une liberté tout court qui s'oppose à la tyrannie des Milanais. L'opération de réduction idéale typique fut un tel succès qu'elle s'imposa pour longtemps à l'historiographie, jusqu'à forger ce que Hans Baron, grand historien juif allemand ayant fui la persécution hitlérienne, a appelé en 1955 l'humanisme civique. Et évidemment, et on comprend bien pourquoi, on comprend bien comment effectivement cette question de la liberté du monde libre l'intéressait directement face à l'âge de la tyrannie. Alors, si on intègre la production textuelle de la novellistica, non pas dans cet effort propagandiste de l'humanisme en tant que culture de chancellerie, on a vu qu'il était impossible de caractériser les intentions politiques et même les positions sociales des auteurs de nouvelles, mais si au moins on l'intègre à la culture politique, dans laquelle effectivement cet humanisme s'inscrit, alors on peut se risquer à reconstituer la portée idéologique de cette novélisation du personnage de Bernabo Visconti en personnage bouffon, meurtrier, beffatore, truculent, auteur de contes cruels, développant un comique de l'absurde et de la démesure, ce qui serait au fond une manière non seulement de conjurer le danger politique, mais de s'opposer à celui qui, justement, recherche son assassin, Gian Galeazzo Visconti, une respectabilité internationale, et on mettrait en avant Bernabo comme l'impensé de la seigneurie. On le ferait, en somme, sortir le cadavre des placards milanais. On dirait qu'au fond, ce qu'il y a à voir avec Bernabo, c'est la vérité nue de la tyrannie. Mais au-delà de ces éventuelles arrière-pensées de communication politique, le projet narratif de la novellistica est pour moi plus radicalement politique. Et on pourrait ajouter, il est radicalement politique parce qu'il est pleinement littéraire. Parce que la littérature a en charge d'exprimer l'insupportable vérité du pouvoir, tout en justement la donnant à comprendre par la fiction. Parce qu'elle est toute puissante, la volonté tyrannique est en fait incompréhensible, et c'est bien ce sentiment tragique de l'absurdité d'un pouvoir absolu et absurde, que les nouvellistes toscans cherchent à rendre comique. Ce rire, effectivement, soit il est libérateur, soit au contraire, il contribue paradoxalement à acclimater le lecteur aux horizons de la violence d'État en l'inscrivant dans un horizon narratif familier. C'est au fond une position indécidable sur laquelle nous sommes depuis le début. Mais en tout cas, aucun des régimes, même ceux qui se parent de toutes les vertus civiques, ne saurait protéger les citoyens de la brutalité de cette force souveraine qui est inhérente à l'exercice du pouvoir.
Donc, ce qu'on doit saisir aujourd'hui, c'est la transmission et la transformation de ce motif littéraire durant tout le Quattrocento et jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire dans un contexte princier. Parce que, avec la montée en puissance des Médicis à Florence à partir dans les années 1430, puis avec leur alliance avec les Sforza de Milan, constituant la poutre maîtresse de l'édifice diplomatique de la paix de Lodi en 1454, l'Italie du XVe siècle est devenue un système d'États concurrents du point de vue de leur ambition territoriale, mais convergents du point de vue de leur culture politique, parce que tous sont régis par un style de gouvernement princier qui rentre parfois en contradiction avec l'héritage républicain de la tradition communale, qui demeure toujours la seule ressource de légitimité de construction institutionnelle en mal de principes plus ou moins bien assurés. C'est donc jusque dans cette Italie-là, l'Italie des cours princières, qu'il faut aller suivre le motif narratif du seigneur blagueur et volubile, cruel mais équitable, qui nous intéresse. Enfin, qui m'intéresse. La présence fictionnelle de Bernabo Visconti dans la novellistica du XIVe au XVIe siècle, puis du XIVe et XVe, puis dans les contes et les facéties du XVIe, elle est assez bien balisée depuis un premier article de Vitto Vitale, qui est paru en 1901 dans l'Archivio Storico Lombardo, jusqu'à l'étude plus complète de Luigi Barnaba Frigoli, qui est paru en 2007 dans la même revue. Cette première recension permet d'avancer méthodiquement, en commençant par les 4 nouvelles, numéros 4, 74, 82 et 152, de Franco Sacchetti, dans lequel intervient Bernabo Visconti. On l'a dit, il joue le rôle d'un plaisant beffatore qui, par ses facéties, ses bons mots, sa brutalité fantasque, son imprévisibilité, maintient chacun sur le fil du rasoir et permet ainsi qu'à tout moment adviennent des choses nouvelles, comme l'écrit Sacchetti dans la nouvelle 142, c'est-à-dire cette indécision qui crée la possibilité même d'un événement avec ce double sens de ce qu'est une nouvelle. Chez Bernabo, les banquets, justement, deviennent fréquemment des machines symboliques où se joue la mécanique du ressort grotesque dont parlait Michel Foucault. Ainsi, dans la nouvelle 82, où le seigneur de Milan organise dans l'un de ses châteaux un concours de beuverie qui s'achève par une parodie obscène du rituel chevaleresque, un noble de Bologne adoubant à l'urine son rival malheureux. On retrouve sans doute ici une inversion carnavalesque du motif terroriste de Domitien, et il conviendrait alors de convoquer, pour la comprendre, toute la tradition médiévale qui fait du banquet princier une scène du pouvoir, depuis l'idéal de la table ronde arthurienne, faisant de la cour le centre d'un récit épiphanique, jusqu'à ses déclinaisons parodiques dans les tables de la dérision, analysées par Jean-Claude Mutteler-Alter dans un volume d'études réuni par Nelly Labert pour la Casa de Velázquez en 2010. De là d'ailleurs une autre veine narrative issue de la littérature courtoise et de l'érotisme sauvage de la lyrique occitane, celle du cœur mangé, où un roi, après avoir tué et dépecé l'amant de son épouse, lui fait manger son cœur. C'est le cas chez Boccace, dans la 9e nouvelle de la 4e journée, et c'est vrai que lorsqu'on lit l'histoire de la dame de Roussillon qui se jette de désespoir du haut de sa tour, on se demande quand et pourquoi il faudrait rire. Odile Redon a montré l'importance du motif alimentaire dans les nouvelles italiennes, et notamment celle de Sacchetti, et l'on sait que le cuisinier y apparaît souvent à la fin comme le maître de la narration. C'était le cas, vous vous en souvenez peut-être, du châtiment final de la nouvelle du pseudo Sermini qui mettait en scène Matano, le parvenu, dans le palais public de Sienne. Le cuisinier, c'est toujours une figure de l'auteur, parce que ce sont d'abord les mots que l'on mâche, les textes que l'on met en bouche. Donc, il convient toujours, en rappelant cette intertextualité, de ramener ces narrations à des scènes de parole. Si l'on banquette, c'est d'abord pour se repaître de discours.
Bernabo Visconti est un justicier cruel. Dans les nouvelles 74 et 152, il enterre vivant un homme, ou il torture un notaire parce que décidément il est trop laid, mais c'est d'abord un beau parleur. On le comprend bien à la lecture de la 4e des Trecento Novelle, où intervient pour la première fois le seigneur de Milan, et c'est à ce moment-là que Sacchetti désigne d'emblée Bernabo comme le plus redouté des seigneurs de son temps, et précisant que s'il fut cruel, nelle sue crudeltà aveva gran parte di giustizia, c'est-à-dire cette fameuse phrase dont on tente de percer le sens. La nouvelle qui suit doit donc l'illustrer. C'est l'histoire d'un riche abbé qui est chargé par le seigneur de nourrir ses chiens, mais donc ce thème classique de la meute du seigneur, on l'a vu plusieurs fois, mais il a négligé de le faire, les chiens sont devenus tout éthiques, donc il est puni à payer 4000 écus. Le gros prélat crie miséricorde, alors Bernabo lui propose un marché. Écoute, réponds à 4 questions et nous serons quittes. Ces questions sont: quelle distance y a-t-il d'ici au ciel? Combien y a-t-il d'eau dans la mer? Quand dure-t-on en enfer? Et combien je vaux, moi, Bernabo? Il a une journée pour trouver les réponses. L'abbé rentre chez lui désespéré. Il croise un meunier. Lui, le meunier, prétend connaître les réponses et dit: si tu veux, moi j'y vais demain. C'est le Seigneur. Donne-moi ton habit. L'habit ne fait pas le moine, mais là, effectivement, on va organiser une mascarade. Je vais me grimer et je vais affronter le questionnaire du Seigneur. Bernabo est très impatient de connaître ces réponses. Aussi, lorsque le lendemain matin, on lui dit « l'abbé est là », il ouvre tout de suite la porte. Alors, la distance d'ici au ciel, lui demande-t-il. 36 844 072 lieues et demi plus 22 pas, lui répond le faux abbé. Tu as vu juste, mais comment le prouver, demande le prince. Allez le faire mesurer, et si le compte n'est pas bon, vous pouvez me pendre. Bon, très bien. Et l'eau de la mer, alors? Ah, c'est plus difficile à peser parce que ça bouge tout le temps. Mais disons 25 982 millions de cognac, qui est la mesure milanaise de capacité, 7 barils, 12 bouteilles et 2 bicchiere et 2 verres. Comment le sais-tu? J'ai mesuré du mieux que j'ai pu, mais c'est difficile, alors allez demander à vos ingénieurs, et si je ne dis pas la vérité, vous pouvez me couper en 4. Très bien, et en enfer, que se passe-t-il? En enfer, on massacre, on torture, on pend, on écartèle, on ébouillante, à peu près comme ce que tu fais ici, Bernabo. Et comment le sais-tu? Dit Bernabo, qui ne semble pas s'offusquer de cette réponse. C'est quand même assez intéressant. Alors, on l'a compris, parce que je vous ai expliqué qu'il avait tout intérêt à faire croire que ces justices terrestres étaient l'ombre portée des justices de l'au-delà. Comment tu sais ça? J'ai demandé à un homme qui est celui que Dante, le Florentin, avait interrogé, mais maintenant il est mort. Donc si vous ne me croyez pas, faites-le ressusciter. Ah oui, et puis aussi, vous m'aviez demandé combien vous valez 29 deniers. Alors là, Bernabo se fâche. Suis-je si peu de choses que je ne vaille pas plus qu'une marmite? Le meunier ne se démonte pas. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ fut vendu 30 deniers, vous valez juste 1 denier de moins que lui. C'est à ces mots que Bernabo comprend qu'il a devant lui un imposteur, parce qu'un abbé ne pourrait quand même pas tout à fait dire ça. Il le regarde fixement et lui dit « Tu n'es pas l'abbé ». Alors le meunier s'agenouille, lui raconte tout. « Oui, je ne suis pas l'abbé, je te demande grâce. » Eh bien, dit le Seigneur, puisqu'il t'a fait abbé et que tu en sais plus que lui, à partir de maintenant, tu es l'abbé. Et il sera le meunier. Et tu percevras les revenus du monastère et lui aura ceux du moulin. L'abbé est donc châtié, l'audace du meunier récompensée, par une assez spectaculaire redistribution des rôles et des revenus,
carnavalesque, c'est comme la fête des fous, hein, mais ça va durer apparemment. Et Sacchetti de conclure que les seigneurs sont comme une mer agitée sur laquelle les hommes ne s'embarquent pas sans danger, mais évidemment, au grand péril, les grands gains. Donc notre meunier a beaucoup risqué, il est donc beaucoup récompensé. On pourrait évidemment comparer, commenter cette fête des fous, où la mascarade, je l'ai dit, est récompensée, qui, à mon avis, allégorise le problème politique par excellence, qui est le problème de la mesure. Le monde est fini, il est mesurable, il est à portée de main. Bientôt, on apprendra qu'il est un peu plus vaste que ne le croit le meunier. Mais comme il est mesurable, comme il est quantifiable, il est vendable. Le monde est une marchandise. Et c'est pour cela, effectivement, qu'on peut quantifier dans cette culture marchande, qui est une culture de la mesure, de la proportion et aussi, je dirais, de l'appropriation. Le monde est une marchandise soumise au gouvernement des nombres, et ce qui pose la question de la preuve, donc de la croyance, et effectivement, ce qui est très drôle dans cette affaire, et aussi, je dirais, profond du point de vue politique, c'est de voir comment, au fond, le prince est face à l'indécidable, mais aussi dans son pouvoir de grâce. Puisque, au fond, il est faux de dire qu'il a le pouvoir de vie et de mort, c'est dissymétrique, il peut donner la mort, mais il ne peut pas rendre la vie. C'est pour ça que lorsqu'on dit, l'autre lui dit mon informateur est mort, mais si tu veux vérifier, va le ressusciter. Voilà. Alors, je ne m'attarde pas trop sur cette nouvelle, puisque j'ai promis de suivre le motif littéraire de Bernabo Visconti en justicier et vous dire, alors le corpus est assez vaste, on le trouve chez le Lucquois Giovanni Sercambi, chez le Pecorone de Giovanni Fiorentino, le Paradis des Alberti dont j'ai déjà parlé de Giovanni Ghirardi da Prato, mais on le trouve aussi dans un manuscrit de la seconde moitié du XVe siècle qui a été découvert en 1940 par un érudit, mais dont je parlerai la semaine prochaine parce qu'il est lié justement à l'histoire de Gorio Dato et Datti, et que la semaine prochaine, on tentera de marquer la frontière entre fable et histoire, mais enfin, en tout cas, ça fait un manuscrit de 10 nouvelles inédites et anonymes supplémentaires, et la veine narrative prend ensuite une allure facétieuse et bouffonne, depuis les facéties justement du Poge jusqu'au Ghiribizzi de Girolamo Roffia, homme de loi proche des Médicis, dans la première moitié du XVIe siècle. Donc on a la chance de pouvoir tirer ça sur une trentaine d'occurrences jusqu'au XVIe siècle. Et alors, quel portrait peut-on tirer de cet ensemble ? C'est un peu répétitif, donc je le redis encore une fois. C'est un seigneur impitoyable qui exerce une justice sanglante, qui s'attaque au corps de ses victimes et dont la novellistica fait tout sauf l'euphémiser. Ici, c'est un paysan auquel on arrache les yeux pour avoir braconné sur les réserves seigneuriales. Là, c'est un voleur que l'on pend, nouvelle 82 de Sercambi, ou un jeune homme que l'on émascule car il a manqué de respect à une dame, nouvelle 5 de Datti. Parmi les invariants se retrouve l'opposition entre le pouvoir synégétique du prince chasseur et le pouvoir pastoral de l'Église, et de fait, nombre des victimes de la justice exemplaire de Messire Bernabo, vous l'avez déjà entendu, sont des clercs riches et corrompus, du fait sans doute des échos entre l'anticléricalisme inhérent au genre bocassien et le souvenir de la lutte qu'a mené le Visconti, enfin tous les Visconti d'ailleurs, contre le pouvoir pontifical. Ainsi, dans l'une des nouvelles qui circulent le plus d'un auteur à l'autre, depuis Sacchetti jusqu'à Roffia, parce qu'un prêtre avait refusé de célébrer les funérailles d'un pauvre air, dont la famille n'avait pas de quoi le rétribuer, eh bien le seigneur de Milan ordonne qu'il soit enterré vivant auprès du malheureux. Dans la première nouvelle de Girolamo Roffia,
Tandis qu'un chevalier, soldato bravo, demande au seigneur d'autoriser un duel judiciaire pour régler le conflit qu'il a avec un courtisan, celui-ci accepte, mais désigne comme adversaire du duel judiciaire de Lord Ali sa meute de chiens, ce qui, évidemment, met en pièces l'infortuné champion. Donc, je pourrais continuer comme ça, il y en a, je le répète, une trentaine, mais la mécanique est toujours un peu prévisible. Enfin, elle est prévisible dans son imprévisibilité, car il faut toujours surprendre et effrayer. Tel est le ressort narratif dont use le personnage Bernabo dans les Nouvelles Toscanes. Il peut, comme on l'a vu, récompenser celui qui l'a insulté, mais aussi se venger de celui qui lui veut du bien. Ainsi, chacun est toujours placé sur le fil du rasoir. Et c'est ce qu'on appelle l'arbitrium, l'arbitraire, le cas, dans une situation de grande incertitude où tout peut basculer dans un sens comme dans l'autre. C'est ça la puissance. Et c'est ça, philosophiquement, la puissance. On se retrouve cette mise en force, mise en réserve de la force en puissance, susceptible d'être et de n'être pas, de se manifester ou non. Comme l'a montré tout récemment Guénaël Aubry dans son livre « Genèse du Dieu souverain », qui constitue le second volet de sa généalogie de la puissance, à partir de la relecture par Giorgio Agamben de la métaphysique aristotélicienne, il est une puissance désœuvrée qui est aussi puissance de ne pas. Elle ne s'épuise pas dans l'acte, ou plus exactement, elle ne passe pas sans reste en lui, mais, je cite Guénaël Aubry, elle se conserve comme puissance dans l'acte même et peut, à ce titre, s'ouvrir à d'autres usages, d'autres actes, d'autres fins, et notamment la fin poétique du langage. Donc, c'est là où on rejoint effectivement la question de la puissance politique et poétique. C'est là où on comprend effectivement que tout est dans cet instant suspendu, domitien, en somme, terrorisant, parce que ça peut indifféremment tomber d'un côté comme de l'autre. Et je le répète, ce qui opère cela, c'est la puissance du langage. Dans l'une de ces facéties, facéties Motti et Burle, rassemblées par Lodovico Domenici, Bernabo croise un paysan sur une rive du Pô, trop étroite pour qu'on puisse s'y croiser de front. Alors qu'est-ce que fait le paysan? Par respect, il jette son âne dans le fleuve afin de laisser passer le seigneur. Plutôt sympa. Or, le seigneur demande à ses familiers d'y jeter également le paysan, car, lui dit-il, je ne veux pas que parmi tous les vilains, tu puisses te vanter d'avoir fait montre de courtoisie. Voilà, le problème, c'est que il faut que vous soyez en situation où, lorsque vous croisez le prince, vous ne savez pas ce qui va arriver. Et même si vous êtes gentil, même si vous jetez votre âne dans la rivière, tout peut arriver. Inversement, on trouve dans les Confabulationes de Poggio Bracciolini, dit Le Poge, ces facéties que le grand humaniste rédige en latin en 1452, un Bernabo bien plus débonnaire, et pour tout dire assez inoffensif. Dans la 126e facétie, des ambassadeurs de Bologne sont envoyés en France et passent par Milan. Ils viennent rendre leur hommage à Bernabo. Nous sommes citoyens et légats de Bologne, si vobis plaquettes, s'il vous plaît. C'est la formule d'usage. L'entrevue se déroule courtoisement, de manière un peu inoffensive, et puis ils repartent, et puis l'un d'eux, ils sont déjà à Vercelli, puis l'un dit, mais pourquoi on a dit s'il vous plaît? Après tout, on est, que ça lui plaise ou non, on est citoyen de Bologne. Alors ils reviennent, ils se plantent devant lui, et il dit, on est citoyen de Bologne, que ça vous plaise ou non. On a parlé de manière inepte. Alors, le seigneur Bernabo Visconti, risit princeps, etc. Severus, grave d'ordinaire, ce prince éclate de rire et les assure qu'il lui plaît qu'ils fussent ce qu'il croyait être. Ce qui est en jeu ici,
C'est donc bien la puissance poétique de l'acte de dire et de ne pas dire et la croyance que cela implique. À lire le Poge, ou la traduction en français qu'en donne Guillaume Tardif à la fin du XVe siècle, on se demande si la figure de Bernabo Visconti n'a pas alors épuisé sa puissance fictionnelle, ou son intensité de fiction politique, pour ne plus désigner qu'un vague souvenir, un motif littéraire. On se demande si, au fond, pour chercher Bernabo Visconti, il ne faut pas aller le traquer derrière ses masques, à travers ses avatars, à travers ses changements de nom. Autrement dit, parce qu'il constitue au sens précis du terme une fiction politique, c'est-à-dire qu'il rend possible et pensable la politique à venir, peut-être que Bernabo Visconti, au XVe et surtout au XVIe siècle, n'est plus véritablement reconnaissable que sous d'autres masques, que sous d'autres noms propres. La diffusion et la déformation d'une nouvelle de Sercambi, la 6e de son recueil, permet, je crois, de s'en convaincre en suivant les analyses d'Anna Fontes Barato. L'intrigue a pour point de départ le rapt d'une jeune fille par un chevalier de la cour de Bernabo, dépité par le fait que la dite Cateruzza, c'est le nom de la jeune fille, qui se trouvait être la fille d'une suivante de l'épouse du seigneur de Milan, résiste à ses avances. Alerté du fait, Bernabo fait chercher le fautif du nom de Mafiolo, qu'il convoque à sa cour avec la mère et la fille. Il s'agit d'abord de réparer l'outrage. Il y a eu enlèvement, donc on se met d'accord sur les termes d'un mariage, le montant d'une dot assez confortable, et les deux femmes se déclarent contentes. Mais le Seigneur ne saurait se satisfaire d'un arbitrage. Que tout le monde soit content ne change rien au problème. Précisément parce que sa justice est souveraine. Ce n'est pas une justice qui se contente de concilier. C'est une justice qui doit dire la vérité et qui doit exprimer aussi la vérité de son propre pouvoir. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Bernabo prend la parole. Maintenant, dit-il, c'est moi qu'il s'agit de contenter. Et puisque Mafiolo a abusé de la fille per volonta bestiale, c'est come bestiale que je le punirai. À moi de faire la bête. Ainsi le fait-il décapiter par le podestat, ce que le peuple de Milan apprend avec stupeur alors qu'il se préparait à fêter le mariage. Mais dans cette distinction entre la bête et le souverain, pour reprendre le titre du séminaire de Derrida, on voit bien effectivement que passe le fil de la différence entre une justice d'arbitrage et une justice inquisitoire, souveraine. Masuccio de Salerne, auteur du Novellino, et Giovanni Sabadino degli Arienti, originaire de Bologne, mais écrivant à Naples, vers 1493, c'est Poretane Novelle, sont les deux premiers auteurs de la novellistica à adapter le modèle boccacien hors de Toscane. Donc dans un contexte princier tout à fait différent et à un moment évidemment monarchique. Reprenons l'un et l'autre la nouvelle de Sercambi, ils lui font subir des transformations significatives, même si la trame narrative demeure inchangée. Nous avons toujours un chevalier violeur, une jeune fille qui ne semble guère épouvantée par l'outrage qu'elle a subi et accepte de bonne grâce avec sa mère un arrangement favorable, un seigneur qui ne se contente pas de cet arrangement et cherche en revanche son contentement bestial, pour dire aussi ce que Masuccio et Sabadino redisent, et qui décapite le chevalier. Dans les deux cas, en revanche, l'identité du seigneur change. Bernabo a changé de nom, il est actualisé, tout en maintenant de manière subtile le lien avec l'origine milanaise de l'intrigue,
Chez Masuccio, la scène se passe à Valladolid, à la cour du roi de Sicile, lors de la Saint-Raphaël qui célèbre une victoire contre les Visconti, et chez Sabadino à Paris, avec le roi qu'il appelle Charles V, mais qui en fait chronologiquement ne peut être que Charles VI, le roi fou, et puisqu'il est précisé que le roi de France revient en 1390 d'une campagne victorieuse contre les armées de Gian Galeazzo Visconti. Donc Bernabo est transformé par, dans les deux cas, des souverains qui se sont battus victorieusement contre les Visconti. Masuccio a renforcé le récit d'un ressort dramatique qui n'était pas chez Sercambi. Le roi est gravement malade dans les deux cas. Et c'est la fille de son médecin bolonais qui s'est fait ravir par le chevalier qu'on appelle le chevalier noir et qui jouissait d'une grande faveur à la cour. Donc ça change un peu les choses parce qu'appelé au chevet du souverain, le médecin apprend en même temps la maladie du roi et le viol de sa fille et doit proposer un remède à son royal patient. Mais celui-ci déclare connaître le moyen de se guérir seul. Il fait rechercher le chevalier, il le tense avec véhémence, il lui dit c'est précisément parce que tu étais couvert de faveur que tu te devais d'agir de manière humble et très prudente. On est bien dans un système de cour cette fois-ci. Il arrange son mariage avec la fille du médecin, désormais éprise, puis finalement fait décapiter le chevalier amoureux peu de temps après. Cette décision provoque la stupeur des Parisiens, puisqu'on est à la cour de Charles V, Charles VI, et le désespoir de la jeune et riche veuve qui s'enferme au cloître pour y mourir de chagrin. Mais cette issue précipite également la guérison du roi. La scène étouffante se déroule tout entière dans l'intimité de sa chambre. À la vue du sang du supplicié, le médecin de Bologne demande au roi « Pourquoi avez-vous été si cruel ?» Et s'entend répondre « Maître, laissez-moi vous consoler en vous disant que mon infirmité réclamait une telle médecine. » Donc, le sang versé guérit la maladie du pouvoir. Tel est, au fond, et le sang de la victime, d'une justice exemplaire, régénère la monarchie. Le double corps, évidemment, du roi, ce que Bernabo est bien incapable de faire, le pauvre garçon. Lui, il n'a qu'un corps, il est tyran. Mais là, on est dans un tout autre système. Et c'est là où, effectivement, la fiction politique est une vraie fiction politique, c'est-à-dire qu'elle pense par avance la politique à venir. Elle ne trouvera, vous le voyez, toute la force de l'histoire que je raconte, elle va se déployer dans le système monarchique. Tel est sans doute ultimement le redoutable privilège de la majesté. Les contradictions politiques qui travaillent l'Italie seigneuriale et dont les novellistes toscans révèlent la violence et la portée œuvrent à l'invention d'un pouvoir de type nouveau qui ne s'exercera bien qu'au XVe siècle et qui ne se déploiera bien qu'au XVIe, ailleurs qu'en Italie. Messire Bernabo Beffatore, grotesque et justicier paradoxal, l'exprimait sur le mode bouffon. Le corps souffrant de Charles VI, roi de France, lui confère sa charge tragique. Et on rejoint un peu le tout début de ce cours sur justement la tragédie du corps du roi. Une dernière nouvelle pour la route. Alors, elle ne concernera pas Bernabo Visconti, mais justement un seigneur appartenant à la génération suivante, Niccolò III d'Este, marquis de Ferrare, né en 1383, donc à peu de choses près, né l'année de la mort du Visconti, et mort en 1441. Mais c'est Matteo Bandello qui raconte l'histoire un siècle plus tard, précisément, dans un contexte princier qui est également franco-italien,
Matteo Bandello, j'en ai déjà parlé, c'est un Milanais qui a bénéficié de la protection de Marguerite de Navarre et qui est terminé évêque d'Agen. Et dans ses nouvelles, qui ont été rédigées en 1554, le marquis d'Este forme un duo comique avec son bouffon Gonella. La 17e nouvelle du 4e livre de Bandello met en scène la mort du bouffon Gonella. Donc c'est un peu triste. Elle commence elle aussi par la maladie du prince. Gonella sait comment la guérir, par una brutta paura, une grande frayeur. Il le précipite dans le pot, et de fait, Nicolas d'Este guérit. Donc là encore un roi malade, son bouffon le guérit en lui faisant peur. Mais le prince est trempé et ridiculisé, que faire? Pas une seule personne ne croyait que Gonella eût fait cela pour noyer le marquis, écrit Bandello. Mais l'acte, quoique salutaire, doit être puni. Le conseil délibère et condamne le bouffon à mort pour lèse-majesté. Et c'est très exactement ça, la lèse-majesté. Il a lésé la majesté du prince en le ramenant à son corps mortel. C'est un corps mortel qui peut effectivement subir une guérison par un choc thermique, on va dire. Bon. Gonella fuit à Padoue. Le prince se languit de lui. C'est le conseil qui a édicté la sentence. C'est pas lui. Et cette sentence lui déplaît, mais que faire? Il est le prince. Le bouffon part à Padoue. Et quand il apprend que le prince se languit de lui, il est triste. Il veut revenir. Il est le bouffon, c'est le prince. Il ne veut pas que le prince soit triste. Alors, il trouve un subterfuge. Il revient dans une charrette remplie de terre prélevée à Padoue et munie d'un écriteau qui la désigne comme terre soustraite à la juridiction du seigneur de Ferrare. Je suis à Padoue. Le prince est le prince. Il ne peut se laisser impressionner par ce subterfuge juridique. Il doit exercer la justice, mais il tient à son ami Gonella, dont il sait qu'il lui a sauvé la vie. Il va donc organiser une farce et lui faire, à lui aussi, una fiera paura, beffa contro beffa. Bef, plaisanterie, contre plaisanterie. Le bouffon est arrivé, il est sur sa charrette, il est sur la place, et il dit « Je veux parler au prince ». Il n'arrivera pas à parler au prince. Il ne parlera plus jamais au prince. Parce que le conseil lui en empêche, le conseil fait écran, et il apprend qu'il est condamné à l'échafaud. Le malheureux Gonella, écrit Matteo Bandello, voyant qu'on procédait pour de bon, et non pour rire, et que jamais grâce ne lui avait été accordée de parler au marquis, monte donc à l'échafaud, résigné à mourir. Il met sa tête sur le billot, les yeux bandés. Le bourreau lève sa hache, l'instant est suspendu, toute la foule rassemblée crie miséricorde, mais, je l'ai dit, Nicolas d'Este avait imaginé un subterfuge. Au dernier moment, c'est non pas la hache, mais un seau d'eau froide que le bourreau devait verser sur sa tête. C'était gentil, c'était pour lui rappeler sa guérison à lui. Sauf que la blague tourne mal. De peur, Gonella meurt. Il meurt vraiment. C'est vraiment triste. La nouvelle s'achève ainsi. Le prince se montrera si affligé de l'accident que pendant longtemps, il demeura insensible à toute consolation. Dans un article récent des Chroniques italiennes, Romain Descendre a repris l'analyse de cette nouvelle que Jean Starobinski avait déjà comparée à un poème en prose de Baudelaire, Une mort héroïque. Il y retrouve à juste titre la valeur casuistique de la novellistica, qui noue la littérature et le droit dans la fictio iuris. C'est bien le sens de la mystification juridique de Gonella, qui met en scène avec sa charrette une fiction d'extraterritorialité.
Mais cette fiction ne résiste pas à la force de la loi, à cette violence constitutive du droit. Mais cette violence n'est plus celle, vous l'avez vu, d'un justicier cruel et blagueur. C'est la violence de l'appareil juridique lui-même. C'est l'État qui doit s'exprimer. Parce que c'est la majesté qui a été lésée. C'est le conseil du prince, et non le prince lui-même, qui prononce la sentence de majesté. Parce que le sacrilège du bouffon est un crime de lèse-majesté, parce qu'il sauve le prince en blessant sa dignité, en le ramenant à un simple corps. Et vous voyez, là on est dans un autre monde. Niccolò d'Este n'est plus un seigneur cruel et blagueur. D'abord, il n'est pas cruel, il aime vraiment son bouffon, et ensuite ses blagues tournent mal, tristement. La nouvelle de Bandello est un drame de l'asymétrie du pouvoir. Faire peur au prince peut sauver le prince, mais la peur du prince peut nous tuer. Voilà. Et là, peu importe à ce moment-là que ça soit avec une hache ou un seau d'eau. Voilà pourquoi le pouvoir ne peut plus désormais jouer innocemment à faire peur. Autrement dit, toute politique de la peur ne sera plus jamais innocente. Nous revoici donc dans la chambre noire du banquet de Domitien. Nous revoici au moment décisif, tranchant, ce moment à la fois interminable et bref, ce moment où l'on retient son souffle, qui est précisément, on y reviendra la semaine prochaine, celui de la grâce. Cette puissance de la grâce, aiguisée comme le fil d'une épée, soulevée, en suspens, prêt à s'abattre ou pas, à trancher ou non, de manière réelle ou fictive, mais ce sera de toute façon la même chose, car la mascarade peut tuer pareillement, prête à décider, c'est-à-dire à trancher. Il s'agit de faire durer l'intensité du tout dernier moment, et je terminerai par Elias Canetti, qui nous a amenés là, toujours dans Masse et puissance, quand le décret de mort que l'on a décidé est sur le point d'être exécuté, juste sous la potence, ou avant la salve du peloton, la grâce paraît une nouvelle vie. La puissance trouve sa limite dans le fait qu'elle ne peut pas réellement rappeler les morts à la vie. Mais la grâce, longtemps suspendue, donne souvent au souverain l'impression qu'il a franchi cette limite. Merci, à la semaine prochaine.